Euh, j'ai une expérience de près d'une vingtaine d'années dans le domaine de la gestion d'actifs, de la trésorerie et de la finance de marché. Je suis à Société Générale depuis maintenant 4 ans et demi. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui est un thème d'actualité, puisque bien évidemment, la problématique de la gestion de la politique monétaire est une problématique aujourd'hui qui devient mondiale à cause de l'inflation. On a tous constaté que ces derniers mois, depuis la crise notamment en russo-ukrainienne, nous sommes confrontés à une inflation galopante en lien avec l'augmentation des prix à la fois de l'énergie et des denrées alimentaires, eu égard aux différents embargos qui pèsent sur la Russie. Cette situation, évidemment, n'a pas laissé indifférents les banquiers centraux qui, justement, pour contrôler cette augmentation des prix, ont entamé une normalisation de la politique monétaire. Il faut relever que pour une banque centrale, l'inflation, c'est un cauchemar. C'est un ennemi qu'il faut combattre à tout prix et par tous les moyens. Et donc, nous allons voir un peu déjà dans cette présentation un certain nombre d'éléments. Mais avant, je voudrais quand même faire un disclaimer en indiquant que toutes les propositions ou tous les propos qui vont être tenus ici n'engagent uniquement que ma personne et ne sont nullement une vue de Société Générale, du groupe Société Générale, aussi bien sur les marchés financiers que sur la gestion de la trésorerie. Et que donc, Société Générale ne peut pas être tenue responsable des propos que je vais tenir ici dans le cadre de cette conférence. Une fois cela dit, nous avons un sommaire qui se déroule en 4 parties. Nous allons nous entretenir sur 4 parties. La première partie porte sur les rôles et missions des banques centrales. La seconde partie, on va s'entretenir sur la fonction de réaction d'une banque centrale. Qu'est-ce que la fonction de réaction d'une banque centrale? En troisième partie, nous allons aborder les interactions entre une coupe des taux et la politique monétaire. Et enfin, en dernière partie, nous allons voir l'évolution de la courbe des taux et les stratégies de gestion de portefeuille obligataire à associer. Alors, évidemment, dans la première partie, qu'est-ce qu'une banque centrale? Une banque centrale, c'est une institution financière indépendante. J'insiste sur le mot indépendance parce que c'est dans l'indépendance que la banque centrale trouve toute sa crédibilité. Et donc, il faut qu'elle ait un caractère indépendant en tant qu'institution financière d'un pays ou d'un groupe de pays qui est en charge de la conduite de la politique monétaire avec des missions bien précises. La première mission, c'est assurer l'émission de la monnaie fiduciaire, donc évidemment les pièces et billets de monnaie. Évidemment, tout le monde sait que l'argent ou la monnaie est un bien économique qui sert de valeur d'échange de monnaie de transaction et de valeur refuge. Et donc, ces fonctions de la monnaie-là font en sorte que son contrôle apparaît comme primordial dans la gestion d'une économie. Et évidemment, la Banque centrale a un rôle important dans la gestion de la circulation de la monnaie puisque c'est elle qui détermine le prix de l'argent. Le prix de l'argent, ce n'est rien d'autre que le taux d'intérêt. Donc, une des missions de la Banque centrale, c'est aussi de contribuer à fixer les taux d'intérêt de l'argent. Une autre mission, c'est de superviser le fonctionnement des marchés financiers, assurer le respect des réglementations des institutions internationales, des institutions financières, dans une optique de protection des épargnes. Vous savez que le métier de la finance et le métier bancaire, de façon générale, ce sont des métiers qui sont normés et qui parlent de normes d'organismes de supervision ou de contrôle. Et donc, l'un des rôles de la Banque centrale, c'est de justement assurer cette supervision-là. Une autre mission capitale pour la Banque centrale étant la banque des banques, son rôle, c'est d'être le prêteur en dernier ressort en cas de crise. Et je pense que pour la petite histoire, nous avons tous vu, en tout cas pour notre époque, que pendant la crise financière de 2008 et jusqu'à maintenant, les banques centrales ont joué un rôle central dans le cadre du prêteur en dernier ressort, puisqu'elles ont participé à soutenir l'économie par des injections massives de liquidités lors des crises financières qui ont traversé justement toute la période de 2008 jusqu'à maintenant. Et puis, un autre point assez important, c'est que dans le rôle de la Banque centrale, il y a une question d'assurance de la stabilité monétaire, en évitant justement
qu'il y ait une intervention de la Banque centrale dans les politiques de croissance et d'emploi. Alors, cette dernière mission peut être discutée parce que, bien évidemment, il y a des banques centrales qui ont des missions qui touchent un peu à la gestion de l'emploi, comme la Fed, qui a une mission à la fois de stabilité des prix, mais aussi d'objectifs de plein emploi. Et donc, il peut arriver que cette dernière mission peut venir en contradiction avec certaines missions de la Banque centrale, mais ce n'est pas de nature à remettre en cause le fonctionnement en elle-même. Alors, pour ce qui est de notre zone monétaire UEMOA, il faut dire que pour la BCAO, les missions fondamentales sont assez claires, sont contenues dans ces statuts. La première mission de la BCAO, c'est de définir. La BCAO, c'est la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est la banque qui est commune aux 8 États membres de l'UEMOA. Donc, depuis le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Okay? Et donc, cette banque centrale a pour mission de définir et mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l'UEMOA, de veiller à la stabilité du système bancaire et financier de l'UEMOA, de promouvoir son bon fonctionnement et assurer la supervision et la sécurité des systèmes de paiement. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les systèmes de paiement constituent un outil primordial dans la gestion des flux financiers. De mettre en œuvre la politique de change de l'UEMOA dans les conditions arrêtées par le Conseil des ministres. Vous savez qu'en étant en parité fixe, la gestion de la politique de change apparaît comme un outil important dans le pilotage de la politique monétaire au sein de notre espace. Et puis, dernière mission, et non des moindres, la BCAO assure la gestion des réserves officielles de change des États membres de l'UEMOA. C'est une mission qui lui a été confiée par les États. Donc, les États ont abandonné cette partie de leur souveraineté pour la confier à une institution communautaire qui est en charge de gérer les réserves de change de l'UEMOA. Alors, une fois qu'on a dit cela, nous allons aborder la deuxième partie de notre séminaire qui est la fonction de réaction de la Banque centrale. Alors, la fonction de réaction de la Banque centrale, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que, nous sommes à la slide 8, ce n'est rien d'autre que la fonction d'utilité des autorités monétaires. Donc, une fonction d'utilité, c'est une fonction qui décrit un peu le comportement de la Banque centrale. Donc, cette fonction d'utilité-là, elle met en relation trois éléments. Elle met en relation la cible des taux d'intérêt, elle met en relation l'écart entre l'inflation réelle et la cible d'inflation. Il faut savoir qu'on a des banques centrales qui ont des cibles d'inflation assez précises. Et dernier point dans lequel cette fonction de réaction intervient, c'est la différence entre le taux de croissance du PIB et son potentiel de croissance. Vous savez qu'une économie, on peut évaluer le potentiel de croissance de l'économie à travers plusieurs indicateurs macro. Et donc, le potentiel de croissance, c'est un peu comme le niveau auquel le pays peut croître de façon optimale. Okay? Et donc, il y a un écart entre ce potentiel de croissance et la croissance qui est réellement mesurée, qu'on appelle l'output gap. L'output gap, c'est la différence entre le taux de croissance du PIB et son potentiel de croissance. Et donc, la fonction d'utilité de la Banque centrale, elle met en relation ces trois grandeurs économiques. Mais de façon plus simple et de façon plus facile à comprendre, il faut indiquer que la fonction d'utilité de la Banque centrale, la fonction de réaction de la Banque centrale n'est rien d'autre que la mesure du délai de transmission des décisions de politique monétaire à la sphère réelle de l'économie. Vous savez, quand une banque centrale prend une décision de politique monétaire, on le verra. Le slide les premiers éléments. Est-ce qu'on peut bouger un peu? Vous me suivez, vous m'entendez? On vous suit, mais le slide, ça ne suit pas. Alors, on est toujours au slide 5. Je ne sais pas si Yann a toujours la main pour faire passer. Yann, est-ce que tu nous entends? Je vous entends, tu me dis, on est bon? Nous sommes à la slide 8. Hein? C'est bon. Bon, c'est que le problème, c'est qu'on ne voit pas ça s'afficher sur l'écran. C'est bizarre. Allez-y, je continue. OK. Donc j'indiquais que la fonction de réaction de la Banque centrale n'est rien d'autre que la mesure du délai de transmission des décisions de politique monétaire de la sphère financière vers la sphère réelle. Voilà, je pense qu'on est bon là. Et pour la plupart des banques centrales, qui ont un objectif de ciblage d'inflation, cette fonction de réaction-là, ce délai de transmission-là aussi en 18 et 24 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Banque centrale prend une décision de politique monétaire aujourd'hui, l'impact sur l'économie réelle va se faire au bout de 18 voire 24 mois. Et donc, c'est assez important de retenir cette période-là parce qu'elle va nous servir
en termes d'éléments d'analyse lorsqu'on va voir les interactions entre la politique monétaire et la coupe des taux. Bien évidemment, ce délai de transmission-là, il est plus ou moins théorique, mais il est clair que des estimations de modèles ou des tests de modèles ont montré que pour des banques centrales qui ont un objectif de ciblage d'inflation, ce délai oscille entre 18 et 24 mois. Alors, quelles sont les interactions maintenant qu'on peut avoir entre la coupe des taux d'intérêt et la politique monétaire? C'est quoi une coupe des taux d'intérêt? Une coupe des taux d'intérêt, ce n'est rien d'autre qu'un graphique qui met en relation les taux d'intérêt et différentes tranches de maturité. Donc, on met en relation le taux d'intérêt à 2 ans avec la maturité 2 ans, le taux d'intérêt à 3 ans, la maturité 3 ans, ainsi de suite, et on trace une courbe. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, la courbe a une forme un peu pentue parce qu'on fait l'hypothèse que les taux courts sont moins importants que les taux longs. OK? Mais il faut savoir que le niveau des taux d'intérêt, il est donné par la Banque centrale. OK? Il est donné par la Banque centrale à travers ces taux directeurs qui sont au nombre de 2 ou 3 selon les pays et les zones monétaires. OK? Le premier taux, c'est le taux des opérations principales de refinancement ou encore appelé taux des appels d'offres. Donc, c'est le taux principal. Donc, on dit que la Banque centrale a augmenté ses taux. En général, on pense tout de suite au taux des appels d'offres. Donc, c'est ce taux-là qu'on indique en général. Il y a un deuxième taux qui est le taux de la facilité du prêt marginal, qui est considéré un peu comme un taux sanction, parce que c'est le taux le plus élevé dans la hiérarchie des taux de la Banque centrale. Et le dernier taux, c'est la facilité de dépôt. Donc, les banques centrales peuvent avoir comme taux directeur les deux premiers ou les trois taux. Par exemple, la Banque centrale européenne, elle a comme taux directeur les 3 taux. Donc, elle a le taux de la facilité de prêt marginal, elle a le taux des opérations principales de refinancement et puis elle a le taux de la facilité de dépôt. Pour la BCAO, je pense qu'on a le taux des appels d'offres et le taux de la facilité de prêt marginal. On n'a pas encore de taux de dépôt, en tout cas à ma connaissance. Alors, évidemment, ces taux-là gouvernent la politique monétaire des banques centrales. Donc, c'est à travers ces taux-là que la Banque centrale arrive à contrôler la vitesse de circulation de la monnaie. Ces taux-là sont appelés, quand on les utilise, on parle de mesures conventionnelles. Okay? C'est quand la Banque centrale agit sur les taux d'intérêt, on parle de mesures conventionnelles. Et il faut comprendre que la Banque centrale, il y a une hiérarchie des taux entre ces 3 taux. Okay? Le premier niveau de taux, le taux plancher, c'est le taux de la facilité de dépôt. Le deuxième taux qui vient après, c'est le taux des appels d'offres, donc qui est au milieu. Et le troisième, c'est le taux de la facilité de prêt marginal. Okay? Et l'ensemble formé par ces 3 taux, on l'appelle le corridor des taux. Donc, le corridor, c'est à la base, vous avez le taux de la facilité de dépôt et au plafond, vous avez le taux de la facilité de prêt marginal. Et à l'intérieur, au milieu, vous avez le taux des appels d'offres. Évidemment, la Banque centrale peut jouer sur ce corridor-là en l'écartant ou en le réduisant en fonction des situations économiques. Évidemment, ce corridor-là peut être à la fois symétrique ou asymétrique. C'est-à-dire qu'on peut faire la différence identique entre le taux de la facilité de prêt marginal et le taux des appels d'offres ou une différence identique entre le taux de la facilité de dépôt et le taux des appels d'offres ou des différences asymétriques. Évidemment, l'idéal pour une politique monétaire qui fonctionne, c'est que la zone qui est composée entre le taux des appels d'offres et le taux de la facilité de prêt marginal constitue la zone d'évolution des taux interbancaires ou des taux du marché monétaire. Ça, c'est dans une optique où la politique monétaire, elle est bien menée. Et malheureusement, nous, dans notre espace, pour des raisons souvent particulières, on a un taux interbancaire qui évolue en deçà de cette zone. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du taux de la facilité de prêt marginal parce que, bien évidemment, le pricing des risques que les contreparties se font, elles sont suffisamment importants pour que ce corridor-là soit franchi et que le taux des interbancaires aille se chercher au-dessus de la facilité de prêt marginal. Ce qui rend difficile la conduite de la politique monétaire. Pourquoi? Parce que quand une banque décide de se refinancer sur le marché interbancaire, elle est obligée de payer plus cher pour des raisons liées à son risque de contrepartie. Et ce qui fait que elle préfère même aller à la Banque centrale parce qu'à la Banque centrale, tu as la liquidité en abondance. Deuxièmement, si tu respectes tes ratios prudentiels, tu es sûr d'être servi, aussi bien le taux des appels d'offres que le taux de la facilité de prêt marginal. Donc, finalement, toutes les banques préfèrent aller prendre la liquidité auprès de la Banque centrale parce que, bien évidemment, ça revient relativement moins cher. Alors, quels sont maintenant les facteurs qui expliquent l'évolution de la courbe des taux? Le premier facteur, c'est l'inflation. Vous savez, l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix à la consommation. Et cette hausse généralisée continue des prix à la consommation influence la quantité de circulation de monnaie dans l'économie. Et donc, plus une inflation est élevée,
plus elle pénalise les actifs à taux fixe. Parce que, bien évidemment, les anticipations d'inflation, je répète, ont beaucoup plus d'influence sur le marché obligataire que l'inflation effectivement constatée. Parce que vous savez que les marchés financiers en général, c'est les marchés d'anticipation. Et donc, quand les investisseurs anticipent qu'il y a des pressions inflationnistes qui arrivent, évidemment, ça augmente le niveau des taux d'intérêt des actifs. Et donc, quand c'est comme ça, bien évidemment, la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit intervenir pour justement chercher à contenir ces taux-là. Deuxième élément, et non des moindres, c'est la politique monétaire. Bien évidemment, eu égard à ce qu'on vient de dire, la politique monétaire qui a à son sein la gestion des taux d'intérêt influence effectivement l'évolution de la courbe des taux. Des paramètres liés à la devise aussi influencent la courbe des taux, puisque évidemment, si vous êtes exportateur ou importateur et que vous importez de l'inflation, comme c'est le cas des pays de la zone UEMOA, il peut avoir des effets liés à l'évolution de votre devise par rapport au dollar, par exemple. Okay? Les taux d'intérêt réels, alors c'est quoi les taux d'intérêt réels? C'est la différence entre les taux d'intérêt et l'inflation. Évidemment, ce niveau-là se mesure en termes de moyenne historique et les taux d'intérêt réels mesurent la réelle rentabilité ou le réel revenu qu'on peut avoir sur un actif indexé à un taux d'intérêt. Parce que l'inflation, c'est comme un coût qu'on supporte. Et donc, si tu veux véritablement mesurer la rentabilité de ton investissement, il faudrait le mesurer à partir des taux d'intérêt réels. Ensuite, nous avons les taux longs US. Pourquoi les taux longs US? Parce qu'évidemment, quand vous prenez les grandes économies développées, les États-Unis, évidemment, sont le driver, sont le market mover des marchés financiers. Donc, l'évolution de leurs taux longs influence notamment l'évolution des autres taux dans les différentes parties du monde. Et comme la politique monétaire de la Banque centrale américaine est beaucoup plus en avance que les autres, donc elle donne un peu le là de l'anticipation que peut avoir les taux d'intérêt sur une autre place financière que les États-Unis. Ensuite, on a les prix des produits pétroliers énergétiques. Ça, on le sait très bien puisque nous le subissons actuellement avec l'impact de la crise. On a les événements politiques, oui, parce qu'évidemment, la géopolitique, la géostratégie ou la politique politicienne influence notamment les anticipations des investisseurs. Aujourd'hui, la crise en Ukraine a bouleversé le fonctionnement des marchés financiers. Donc, évidemment, la politique a une influence notable sur l'évolution des marchés financiers. On a la croissance économique, bien évidemment, parce que vous savez bien que plus une croissance est forte, plus on incite la Banque centrale à pouvoir juguler les pressions inflationnistes, donc à resserrer les taux. Et donc, ce qui fait que la croissance économique, quand elle est trop élevée, mais ça peut entraîner de la surchauffe et la surchauffe peut faire intervenir l'inflation et l'inflation va amener la Banque centrale à prendre des décisions en matière de contrôle des taux. Le sentiment du marché, comme je vous disais, on est sur des marchés qui fonctionnent par anticipation et que les éléments psychologiques sont assez importants. Vous savez, bien évidemment, on dit sur les marchés financiers qu'on achète la rumeur et on vend l'information parce que les gens se formulent des anticipations et une fois que ces anticipations ont vérifié ou pas, ils ajustent automatiquement leur stratégie. On a la politique budgétaire qui influence l'évolution de la courbe des taux. Pourquoi? Parce que bien évidemment, quand les États ont une situation budgétaire un peu difficile, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, ils vont creuser les déficits à travers des emprunts sur les marchés financiers pour mobiliser la ressource pour pouvoir soutenir la croissance ou soutenir le développement de leur pays. Et donc, le creusement de ces déficits va entraîner une forte sollicitation du marché dessus le marché des filiers. En situation de crise, tout le monde cesse des valeurs refuges. Et en termes de valeurs refuges, on regarde les pays dont la situation économique est moins catastrophique que d'autres, ou bien le pays qui se porte un peu le garant de la stabilité du monde. Donc, bien évidemment, vous verrez que quand il y a un pays qui a une situation économique qui est tendue, les taux d'intérêt des obligations de ce pays ont tendance à augmenter parce que la prime de risque devient de plus en plus élevée. Et vous allez voir que d'un autre côté, les pays qui bénéficient d'une bonne notation ont souvent le niveau de leur taux d'intérêt en termes d'obligations qui baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les obligations sont beaucoup recherchées parce qu'elles symbolisent la sécurité, elles symbolisent certains niveaux de
liquidité et donc par conséquent, un portefeuille que d'avoir des obligations d'un pays qui a difficulté à tout qualité. Donc, ça traduit un peu le fait qu'il y a une tension, il y a des crises qui sont à l'horizon. Les gens préfèrent se sécuriser vers des valeurs refuges. Donc, une valeur refuge qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'or. Donc, par exemple, avec l'or, vous êtes protégé d'un certain nombre de situations. Et donc, la fuite vers la qualité, justement, s'explique par le fait que l'appétit pour le risque diminue. Donc, les gens deviennent de plus en plus averses au risque. Et par conséquent, les obligations des pays les mieux notés commencent à prendre la valeur. Alors, une fois qu'on a dit cela, on va voir maintenant quelles sont les zones d'impact de la politique monétaire sur la coupe. On va diviser la coupe des taux en 3 parties. Okay? Une partie court terme, donc de 0 à 2 ans. Une partie moyen terme de 2 ans jusqu'à 7 ans. Et une partie long terme à partir de 7 ans, 10 ans jusqu'à l'infini. La première partie de la coupe, c'était le segment 0-2 ans, est fortement influencé par les anticipations de politique monétaire. Pourquoi? Vous vous rappelez qu'au début de mes propos, j'indiquais que la fonction de réaction du Banque centrale oscille entre 18 et 24 mois, donc 2 ans. Okay? Donc, si la Banque centrale prend une décision sur les taux aujourd'hui, c'est au bout de 2 ans que les niveaux des taux d'intérêt vont être transcrits dans les flux économiques de la sphère réelle. Et donc, les anticipations des politiques monétaires synthétisent énormément l'évolution du segment 0-2 ans. Donc, aujourd'hui, si vous regardez le segment 0-2 ans de la courbe des taux aux États-Unis ou en Europe, vous verrez qu'ils ont déjà intégré dans cette courbe des taux-là le niveau des taux d'intérêt de la Banque centrale à 2 ans. C'est très important de maintenir cette vue sur le segment court parce qu'il vraiment, il synthétise les anticipations de politique monétaire de la Banque centrale. Ensuite, on a le segment moyen terme qui, à la fois, intègre beaucoup plus les anticipations d'inflation. Parce que vous savez que l'inflation, c'est véritablement le cauchemar des banques centrales. Et pour influencé par les anticipations d'inflation. Et puis le segment long terme, à partir de 7 ans, voire 10 ans, lui, il intègre à la fois les anticipations de croissance, mais aussi les anticipations des besoins des investisseurs à long terme. Vous savez, les investisseurs à long terme, c'est généralement les fonds de pension, les compagnies d'assurance vie ou les caisses de retraite qui, elles, ont des ressources longues et qui ont des besoins d'investissement à long terme. Et donc, leur appétit pour les segments longs, eu égard à la gestion active-passif de leur bilan, fait en sorte qu'elles sont beaucoup intéressées par cette partie longue de la coupe. Et donc, par conséquent, ça entraîne justement des évolutions quand ces institutions-là interviennent sur des maturités très longues. Donc, voici un peu comment on peut caractériser l'impact de la politique monétaire sur la coupe des taux. Donc, le segment 0,2 ans, c'est le segment phare, puisque c'est lui qui synthétise un peu toute l'information sur les anticipations des investisseurs. Le segment de 5 ans, c'est généralement les anticipations de croissance, mais aussi les besoins des investisseurs à long terme. Donc, une fois qu'on a dit cela, on va voir les différents mouvements de la courbe des taux. Okay? Alors, le premier mouvement naturel et qui est souvent utilisé pour la théorie sur les taux d'intérêt, c'est le mouvement parallèle. Donc, les mouvements parallèles de la courbe, il y a les mouvements parallèles à la hausse, les mouvements parallèles à la baisse. Les mouvements parallèles, c'est quoi? C'est qu'on fait l'hypothèse que les taux d'intérêt de chaque tranche de maturité. Donc, évidemment, dans les évolutions parallèles à la hausse et à la baisse. Alors, il y a quand même une petite subtilité sur les marchés obligataires. Le marché obligataire, on dit qu'il est haussier quand les taux baissent. Ça peut paraître un peu une situation qui embrouille, mais en fait, c'est dû au fait qu'on fait le lien entre relation entre prix et taux d'intérêt. Vous savez, quand vous prenez le prix d'une obligation, le prix d'une obligation est inversement proportionnel au taux d'intérêt. Quand vous prenez la formule d'une obligation, c'est une valeur actualisée des flux. Donc, c'est comme si le numérateur
c'était les flux et le dénominateur, c'est les taux. Si le dénominateur augmente, la quantité. Donc, ce qui fait que quand les taux augmentent, on dit que le marché obligataire, il est baissé. Ça veut dire quoi? On dit que le marché obligataire, les prix des obligations baissent quand les taux d'intérêt augmentent. Et quand le marché obligataire est haussier, ça veut dire que les prix augmentent. Donc, par conséquent, les taux diminuent. Donc, vraiment, regardez bien ces deux schémas-là. Ça peut paraître un peu une situation qui embrouille, mais en réalité, c'est parce qu'on raisonne en termes de prix. Okay? Donc, les taux d'intérêt, je rappelle encore que, étant donné que le prix d'une obligation est inversement proportionnel au taux d'intérêt, il va sans dire que lorsque les taux d'intérêt augmentent, les prix diminuent, dans le cas du marché obligataire. Donc, on dit qu'un marché obligataire est haussier lorsque le marché est bullish et il est baissier lorsque le marché est bearish. Okay? Et donc, sur cette base, on vient de voir les mouvements parallèles de la courbe. Mais vous savez qu'une courbe de taux, de façon réelle, elle n'évolue pas de la même manière sur toutes les tranches de maturité. Et donc, par conséquent, okay, ces mouvements non parallèles cités à l'autre. Et donc, ces mouvements non parallèles peuvent entraîner ce qu'on appelle des déformations de la courbe des taux. Et cette déformation peut traduire des situations particulières en termes de gestion de la politique monétaire. Alors, le premier mouvement qu'on va voir, c'est le mouvement de quantification. La quantification, c'est quoi? C'est qu'on suppose que la courbe se raidit d'une période à l'autre. Et donc, par conséquent, les taux peut-être se détendent plus vite par rapport au taux court versus par rapport au taux long. Et donc, cette situation peut entraîner une anticipation particulière en termes d'évolution. Alors, on va voir le premier cas, c'est le bear steepening. Donc, la quantification en anglais, c'est steepening. OK? Donc, le bear steepening, ça veut dire quoi? Déjà, bear veut dire que le marché obligataire est baissier, il est baissier, et par conséquent, les taux sont en train d'augmenter. Et le point du bear steepening, c'est que les taux longs, les taux à long terme, augmentent plus vite que les taux à court terme. Donc, si les taux longs augmentent plus vite que les taux à court terme, la courbe a tendance à se raidir. Et lorsqu'elle se raidit, c'est que la pente devient de plus en plus raide. Et ça traduit une situation économique bien particulière. Lorsqu'on se formule des anticipations à long terme où on suppose que les taux vont augmenter à long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une anticipation d'inflation, mais on a une anticipation aussi de croissance. Or, si on anticipe de la croissance à long terme, de l'inflation à long terme, ça veut dire que quelque part, on anticipe aussi une surchauffe de l'économie en perspective. Parce que si les taux longs augmentent, les taux longs, ce n'est rien d'autre que les taux un taux à 5 ans qu'on fait pour essayer d'expliquer l'évolution de la courbe des taux par rapport à l'évolution de la politique monétaire. Donc, en réalité, quand les taux à long terme commencent à augmenter, la courbe aura tendance à se réduire. Et ça traduit le fait qu'on a des anticipations de croissance et d'inflation à moyen et long terme. Mais évidemment, si on a des anticipations de croissance et d'inflation à moyen et long terme, ça va entraîner une surchauffe de l'économie en perspective. Le deuxième élément qu'on va voir, c'est le bull steepening. Donc, bull, vous dites que le marché, il est haussier. Donc, on dit encore que le marché obligataire est haussier lorsque les taux baissent. Donc, le bull steepening traduit une situation qui est particulière, c'est que les taux courts baissent plus vite que les taux longs. Et si les taux courts baissent plus vite que les taux longs, on a dit tout à l'heure que le segment 0-2 ans traduisait les anticipations de politique monétaire. Donc, si les taux courts sont en train de baisser de façon très rapide, c'est-à-dire de 0 à 2 ans, c'est qu'on anticipe une baisse des taux de la Banque centrale, eu égard à la fonction de réaction. Et par conséquent, si on anticipe une baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale à court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, l'économie se situe dans une situation difficile et une situation de crise économique, voire de récession. Et je peux vous avouer que quand vous êtes en situation de bull steepening, il faut être très rapide parce que le marché devient très dynamique et les corrections se font de façon violente. Donc, les anticipations de baisse de taux de la Banque centrale sont traduites à travers ce schéma-là de bull steepening. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on est dans un marché où les taux courts baissent plus vite que les taux longs. Okay? On va voir maintenant la deuxième partie qui est l'aplatissement de la courbe. Le deuxième mouvement non parallèle qui est l'aplatissement de la courbe. En anglais, on l'appelle flattening. Okay? Donc, on va voir le bear flattening et le bull flattening. Donc, le flattening, ça traduit quoi? Dans le premier cas du bear flattening, ça traduit que le fait que les taux courts augmentent plus vite que les taux longs. La courbe étant pentue, si les taux courts augmentent plus vite que les taux longs, ça veut dire que la courbe va avoir tendance à s'aplatir. Et cette situation-là, ben, c'est celle qu'on est en train de vivre actuellement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation d'inflation à court terme. Nos économies sont en pleine situation inflationniste. Et le fait qu'on anticipe que les banques centrales vont
rentrer dans une normalisation de la politique, ça ne se voit pas peut-être les effets de la politique monétaire mettent beaucoup plus de temps à se faire sentir sur la courbe des taux et que le fait que notre courbe des taux, bien vrai qu'elle existe, n'est pas encore optimale, mais on se retrouve dans une situation où on a des anticipations d'inflation qui sont assez fortes, voire des pressions inflationnistes qu'on ressent actuellement, et on anticipe tout de suite qu'il y aura une normalisation de la politique monétaire. Et ça s'est vu avec, depuis la semaine dernière, les banques centrales principales du monde sont en train d'augmenter les taux. La Fed l'a fait mercredi, la Banque d'Angleterre l'a fait aujourd'hui, je crois. Donc, les taux sont en train d'être mis à leur niveau. C'est-à-dire qu'ils sont en train de rentrer dans une normalisation parce qu'on est resté exceptionnellement dans une situation de taux bas pendant trop longtemps. Depuis 2008, les banques centrales avaient des taux qui étaient devenus même quasi négatifs. Aujourd'hui, les pressions inflationnistes ont fait en sorte que les banques centrales sont en train de procéder à une normalisation de la politique monétaire. Et cette normalisation-là se ressent sur la courbe des taux à travers ce mouvement. On a aussi des situations de bull flattening. Alors, les situations de bull flattening, ça traduit un peu une certaine morosité dans l'avenir, une certaine situation défavorable dans l'avenir, parce que si les taux à long terme ont tendance à baisser, ça veut dire que les perspectives économiques qu'on entrevoit pour notre économie sont défavorables et qu'on anticipe que la situation va être compliquée dans les prochains jours et il peut y avoir de la récession. Donc, dans ce cas de figure-là, les taux longs ont tendance à baisser plus rapidement que les taux courts et donc on aura tendance à voir que la courbe va plus ou moins s'aplatir. Donc, voici les 4 grands schémas les 6 grands schémas que je voulais vous montrer entre les mouvements parallèles des courbes, les mouvements non parallèles de la courbe et les anticipations que peuvent se formuler les investisseurs par rapport à l'évolution de la courbe des taux d'intérêt. Alors, dernière partie de ce webinaire, c'est la courbe des taux, les stratégies de gestion du portefeuille obligataire. Alors, pourquoi j'ai fait un focus sur la gestion obligataire? Parce que c'est une gestion qui est fortement indexée par les taux d'intérêt, tout simplement. Et il faut savoir qu'en matière de gestion de portefeuille, les objectifs assignés à la gestion de portefeuille sont conditionnés par le style de gestion adopté par chaque gestionnaire de portefeuille. On sait qu'il y a 2 styles de gestion qui s'opposent. Okay? Donc, il y a la gestion active et il y a la gestion passive. Alors, les partisans de la gestion passive, eux, c'est quoi leur postulat? Et ils se disent que pour eux, il n'est pas utile, possible ni souhaitable d'utiliser pour la gestion de portefeuille des prévisions de performance. Parce que pour eux, ils estiment qu'on ne peut pas battre le marché. Le marché sera toujours vainqueur à long terme. Donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Il faut suivre la tendance du marché tranquillement. Et comme ça, on est sûr qu'à long terme, on va gagner de l'argent. Okay? Et donc, sur la gestion passive, il y a généralement la gestion passive qu'on appelle la gestion en buy and hold, donc la détention jusqu'à l'échéance. Et puis, on a la gestion passive avec des portefeuilles de référence qu'on appelle la gestion indicielle. Donc, l'objectif ici, c'est de répliquer les indices pour éviter de subir des évolutions défavorables du marché. Donc, on réplique le marché comme ça, on suit la tendance. Okay? Ça, c'est les partisans de la gestion passive. Les partisans de la gestion active, eux, ils refusent de se résigner à cette quasi-impuissance de dire, oui, le marché est toujours vainqueur, il faut suivre le marché, allons-y comme ça. Eux, ils estiment que on peut, en multipliant les sources d'information, en les traitant rapidement, en utilisant des modèles et tout ce qui est possible d'utiliser comme outil de prévision, qu'il est possible de superformer le marché par rapport à un indice de référence. Donc, ceux-là, on dit qu'ils font de la gestion active. Et à l'indice de marché pour savoir est-ce que vous avez raison ou pas, est-ce que vous avez battu le marché ou pas. Okay? Donc, du coup, en termes de stratégie obligataire, de stratégie active, il y a plusieurs stratégies en matière de gestion obligataire. La plus importante, c'est la stratégie de duration. Okay? Donc, la duration, c'est le délai moyen de récupération du capital investi ou c'est le délai à partir duquel le réinvestissement des coupons compense les pertes ou les gains en capital qu'on peut subir sur la détention d'une obligation. Donc, les stratégies de duration, elles expliquent en moyenne 80% de la performance d'un portefeuille obligataire. C'est-à-dire qu'on appelle souvent la stratégie directionnelle. Et quand vous êtes en stratégie de duration, c'est-à-dire je me positionne par rapport à une hausse ou une baisse des taux, okay, uniquement par rapport à l'augmentation ou à la baisse des taux d'intérêt, on dit que je fais une stratégie de duration, une stratégie directionnelle. Et cette stratégie-là, quand vous dégagez de la performance, elle explique 80% de cette performance, voire même plus. Ensuite, il y a une stratégie à la marge qui arrive qui permettent justement de faire la différence dans des situations particulières. C'est notamment les stratégies de courbe.
qui sont basés sur l'analyse des mouvements de la courbe des taux qu'on vient de voir, parallèle ou non parallèle. OK? Donc, vous pouvez à la fois avoir une stratégie de duration et puis jouer sur le fait qu'il y a de l'aplatissement, il y a de la quantification. Donc, je peux ajuster ma stratégie en fonction de cette situation-là en anticipant une augmentation, une baisse des taux d'intérêt. Ensuite, il y a une analyse qu'on appelle aussi la stratégie des spreads. La stratégie des spreads, c'est une stratégie qui est basée sur le différentiel de taux d'intérêt entre deux obligations que vous pouvez aussi utiliser pour pouvoir bénéficier d'une évolution de la courbe des taux. Il y a les stratégies en valeur relative. Alors, elles portent sur la caractéristique intrinsèque d'une obligation elle-même. C'est qu'on fait l'analyse de l'obligation par rapport à elle-même. On se dit, est-ce qu'elle a un potentiel à la hausse ou à elle-même. Et ensuite, on le fait aussi par rapport à d'autres obligations à 2 ans, par une autre obligation à 2 ans, par rapport à une obligation à 5 ans, par rapport à une obligation à 10 ans, etc. Donc, l'analyse en valeur relative permet de connaître la position relative d'une obligation par rapport aux obligations autour d'elle. On a la stratégie de diversification de crédit qui, elle, porte sur la qualité de signature de l'émetteur. Vous savez, quand vous travaillez dans un portefeuille, sur un portefeuille obligataire, le risque de contrepartie ou le risque pays est important. Okay? Ou le risque de l'émetteur, il est vraiment important. Donc, vous pouvez jouer aussi en termes de stratégie obligataire sur l'analyse de la qualité de crédit entre deux obligations. Qualité de signature, bien évidemment. Et puis, à la stratégie de diversification de devises, bien évidemment, elle intervient dans le fait que vous intervenez sur des deux marchés qui n'ont pas les mêmes devises. Et donc, par conséquent, ces deux marchés-là font en sorte que l'évolution de la devise peut impacter l'évolution des taux d'intérêt et vous devez vous assurer. Alors, je donne ici une petite astuce. Quand vous êtes dans une stratégie de diversification de devises, vous devez vous assurer que le gain que vous obtenez sur les taux d'intérêt doit arriver à couvrir l'éventuelle perte de change que vous pouvez subir du fait que vous travaillez sur les deux devises différentes. C'est extrêmement important. Si vous faites vos évaluations et que vous anticipez que le gain de change ne peut pas couvrir l'évolution des taux d'intérêt, le différentiel des taux d'intérêt, ce n'est même pas la peine de rentrer là-dedans. Parce que tout le gain que vous allez réaliser en termes de portage sur les taux d'intérêt, vous allez les perdre si le coût d'échange évolue défavorablement vers vous. Donc, vraiment, il faut travailler là-dessus. Alors, une fois qu'on a présenté toutes ces stratégies-là, on va voir maintenant le clou de cette présentation, qui est les stratégies obligataires et l'évolution de la courbe des taux. Alors, premier élément qu'on va voir, c'est le bull steepening. On a vu que le bull steepening, c'est qu'on anticipe des baisses de taux de la part de la Banque centrale. Donc, on est dans une situation de crise économique à court terme, voire de récession. Les indicateurs analysés, c'est regarder la croissance des spreads entre le court terme et le moyen terme, le court terme et le long terme. Okay? Regardez la croissance des spreads. Et la stratégie adoptée dans le cas du bull steepening, c'est-à-dire dans le cas d'un marché en pontification haussière, c'est que vous devez rallonger votre duration. Rallonger la duration pour profiter justement de cette évolution-là. Donc, vous devez acheter des titres longs ou vous devez augmenter les spreads de 5 ans ou de 10 ans. C'est-à-dire faire en sorte que le spread entre les coûts et le moyen terme ou le coût et le long terme s'agrandisse. Donc, ça, c'est la stratégie pour un marché en bull steepening. Pour un marché en bear steepening, c'est que c'est des anticipations de croissance à long terme et d'inflation aussi. Donc, il y a une chuchote économique en perspective. L'objectif ici, c'est qu'en termes de stratégie de duration, vous devez réduire votre duration pour éviter le contre-coup de la baisse de la hausse des taux. Vous savez que si le taux d'intérêt augmente violemment, la valeur de vos obligations va diminuer. Donc, vous allez perdre en valorisation sur votre portefeuille. Donc, l'idée ici, c'est de céder des titres longs, acheter des titres courts pour rapidement rentrer dans vos fonds et éviter de subir le contre-coup de la hausse des taux à long terme. Le bull flattening, comme on l'a indiqué précédemment, c'est des perspectives économiques défavorables. Donc, on anticipe une récession. Et donc, il faut regarder comme indicateur la décroissance des spreads entre le court terme et le moyen terme, le court terme et le long terme. Et en termes de bull flattening, en termes de duration, il faut rallonger la duration, acheter des titres longs et faire en sorte que les spreads soient réduits. Donc, il faut avoir une approche en valeur relative assez poussée pour éviter de subir des contre-coups de l'évolution de la courbe des taux. Et puis, le dernier cas, c'est le bear flattening, l'anticipation des hausses de taux de la Banque centrale dans des pressions inflationnistes à long terme. Ça, c'est le cas qu'on subit actuellement. On est en situation de bear flattening puisque les taux courts augmentent rapidement, donc la courbe aura tendance à s'aplatir. Et en cette situation, actuellement, si vous êtes gérant de portefeuille obligataire, le conseil qu'on vous donne, c'est qu'en termes de stratégie, il faut réduire votre exposition au taux d'intérêt, donc c'est-à-dire réduire la duration. En termes de courbe, il faut céder les titres longs pour acheter des titres court terme. Et en termes de spread, il faut réduire les spreads entre le court terme et le moyen terme ou le court terme et le long terme. Donc, voilà un peu ramassé. Peut-être qu'au cours des questions, on pourra débattre un peu plus là-dessus.
Mais voilà ainsi un peu présenter la thématique que je voulais aborder avec vous cet après-midi. Je tiens à vous remercier pour votre attention et je tiens encore à nous excuser pour les contretemps de cette. Donc, Yann, tu as la parole. Hein. Merci infiniment, José, pour ce brillant exposé. Je pense que ça a permis aux différentes personnes qui sont là de pouvoir comprendre exactement la stratégie de gestion de portefeuille et son actualité aujourd'hui. À cet effet, d'ailleurs, je précise que tu animeras un séminaire les 26, 27 et 28 octobre à Abidjan sur le thème de la stratégie de gestion de portefeuille d'actifs et financiers. Donc, il s'agira justement de parler de l'évolution récente des marchés qui a fortement modifié les usages, il faut le dire. Et donc, aujourd'hui, les gestionnaires monétaires et obligataires sont obligés de revoir leur stratégie en tenant bien sûr compte des nouveaux types de produits obligataires et dans les mouvements inédits sur les taux négatifs et de plusieurs choses. Donc, cette formation aura pour objectif de renforcer les capacités des agents concernés. Donc, les agents concernés, c'est bien sûr les personnes qui travaillent dans les SGO, les SGI, les BTCC et les maisons d'assurance aussi. Donc, il s'agira de passer tout cela en révision et voir comment est-ce que le marché obligataire se comporte. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient participer à ce séminaire, les numéros sont là. Vous n'hésitez pas à contacter Marie-Caroline. Son adresse mail est là, son numéro de téléphone aussi est là. Et puis, nous nous ferons justement un plaisir de vous accompagner. Alors, donc, José, nous allons ouvrir maintenant la session de questions-réponses pour voir dans quelle mesure est-ce que les personnes qui nous ont suivis jusqu'à là ont compris ou souhaiteraient justement approfondir leur niveau de compréhension. Si je vais ouvrir la discussion et s'il y a des personnes qui souhaiteraient prendre le micro, poser une question, ça sera avec plaisir que nous allons pouvoir le faire. Donc, je permets maintenant à tout le monde de pouvoir ouvrir son micro et la personne qui se sent en forme pour poser une question, n'hésitez pas. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent est-ce que nous pouvions avoir la présentation. La présentation en elle-même, non, mais par contre, vous allez pouvoir avoir le replay de ce webinaire. Y a-t-il des personnes qui souhaitent poser des questions? Peut-être que Yann, s'il n'y a pas de questions, peut-être que j'ai assez bien expliqué, non? On peut dire ça. On peut dire ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question, mais il dit que son micro ne marche pas. Il peut taper dans le chat. Hein. C'est quoi son nom? Je vois, c'est S.Coffee. S.Coffee, d'accord. Nous allons essayer de chercher M. Coffee. Alors, M. Coffee, vous pouvez taper aussi votre question dans le chat, histoire de trouver le code. Visiblement. Ok, c'est bon, parfait. Allez-y. Allô? Alors, je pense que la question qu'il a posée, il a dit, nous avons uniquement parlé d'un portefeuille obligataire. Qu'en est-il du portefeuille action? Enfin, c'est Mme Stéphanie Kofi. Alors, j'ai bien envie de, je ne sais pas si tu me permets, Yann, oui. J'ai bien envie de lui répondre que si on doit traiter du marché action, il faut qu'on fasse un autre webinaire. Mais par contre, je l'invite au séminaire du mois prochain. Je pense qu'on va aborder la gestion des portefeuilles d'actifs financiers en général. Et je pense que ce point-là sera largement abordé. Sera largement abordé sur la gestion d'un portefeuille action et les liens avec la coupe des taux. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut savoir que dans une économie ou dans un marché financier bien organisé, le marché action et le marché obligataire évoluent de façon un peu inversée. En griffe, je m'explique.
quand l'économie va bien, évidemment, les marchés actions sont très porteurs. Okay? Donc, par conséquent, on se retrouve dans une situation où la bourse, elle entame une croissance assez importante. Mais quand on se retrouve dans une situation où l'économie commence à montrer des signes d'essoufflement, voire de crise, bien évidemment, le marché obligataire prend le relais. C'est ce qu'on appelle le phénomène de flight to quality, puisqu'il faut savoir que le marché action, c'est le marché le plus risqué, puisque quand vous prenez une action, vous êtes propriétaire de l'entreprise, donc vous êtes évidemment lié intimement à l'entreprise. Donc, si l'entreprise se crache à figure, vous êtes perdant. Par contre, quand vous êtes sur le marché obligataire, comme c'est un marché de la dette, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, cet argent-là vous sera remboursé au terme d'une période. Et donc, par conséquent, vous serez dans une situation où, même si on a vu des obligations faire faillite, etc., au moins, il y a une sorte de griffe, je peux mettre un griffe de préservation du capital. Par contre, le marché action, vous êtes en risque en direct sur justement l'actif en question. Donc, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me mettre en mute si vous n'avez pas la parole? Merci. Donc, véritablement, sur le marché action, il y a un lien entre l'évolution des taux d'intérêt et l'évolution du marché action. Mais je pense qu'on reviendra là-dessus lors du séminaire en question. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Mme Stéphanie Kofi, que je salue au passage. Madame Stéphanie, vous pouvez toujours réagir dans les messages. On a M. Kalis qui nous dit bonjour à tous, José, pour sa belle présentation. Au regard de la configuration actuelle du marché, sur quelle maturité d'obligations investir en ce moment sur notre marché? Question posée par Kalis. Alors, je peux dire que tout dépend de votre horizon d'investissement. Vous savez, il y a des investisseurs selon tous les horizons. Il y en a qui préfèrent être à court terme, il y en a qui préfèrent être à moyen et long terme. Donc, évidemment, une fois que vous avez défini votre horizon d'investissement, parce qu'en matière d'étapes d'investissement, vous devez vous définir un horizon. Est-ce que vous êtes un court-termiste? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'inscrit dans la logique de long terme? Et donc, en fonction de ça, vous devez savoir que si vous prenez le court terme, vous devez être dans une maturité qui est comprise autour de 2 voire 3 ans maximum. L'intérêt sont ça aussi sur une obligation. Sachant bien que si vous êtes dans une stratégie d'acheter pour y vendre, il n'est pas bien d'être dans une logique où la courbe des taux est en train de grossir, en train de monter. Parce que la valorisation de votre obligation va baisser et vous allez perdre en valeur. Mais si vous êtes dans une stratégie de détenir les obligations jusqu'à l'échéance, si vous achetez l'obligation aujourd'hui pour 2 ans et que les taux sont aujourd'hui, par exemple, je dis un taux à 4%, au bout de 2 ans, le principal challenge que vous aurez, c'est de savoir est-ce qu'au bout de 2 ans, j'aurai encore un taux à 4% ou j'aurai un taux à 6% ou j'aurai un taux à 3%. C'est ce qu'on appelle le risque de réinvestissement. Okay? Donc, quand vous êtes en stratégie de détention jusqu'à l'échéance, vous avez le pilotage du risque d'investissement qui devient important pour vous. Par contre, quand vous êtes dans une stratégie d'acheter pour y vendre, donc on dit souvent available for sale, vous êtes dans une situation où l'évolution de la courbe des taux impacte fortement la valorisation de votre portefeuille. Donc, bien évidemment, tout dépend de votre horizon d'investissement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, je vois beaucoup de questions ici, Yann. Je ne sais pas si je peux les répondre au fur et à mesure. Oui, parce que je vois que, par exemple, Mme Florence Soulama demande quel style de gestion conseillez-vous entre la gestion active et la gestion passive. Exactement. Mais comme je vous dis, tout dépend de votre profil d'investisseur. Si vous êtes quelqu'un où vous n'aimez pas beaucoup réfléchir, vous n'aimez pas beaucoup fatiguer, allez faire des modèles, des acrobaties pour chercher à battre le marché alors que vous savez que le marché à long terme sera gagnant, vous rentrez dans une stratégie passive. Mais si vous estimez que vous êtes suffisamment malin, vous êtes suffisamment déformation, vous êtes suffisamment avisé pour pouvoir battre le marché, mais rien ne vous empêche de pouvoir vous mesurer au marché en adoptant une stratégie active. Évidemment, pour la stratégie active, il faut comprendre que la qualité du gérant va se mesurer à sa capacité à pouvoir générer ce qu'on appelle le alpha. Le alpha, c'est la différence de performance entre votre portefeuille à vous et ce que le marché aura réalisé. Donc, si vous êtes toujours en train de battre le marché, ça veut dire que peut-être que vous êtes très bon et qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir dans votre indice de référence. Si, par contre, le marché est en train de vous battre tout le temps, c'est peut-être votre stratégie qui n'est pas adaptée à votre profil d'investisseur et qu'il faut vous revoir. Donc, tout dépend de l'investisseur lui-même. Mais il est clair qu'il n'y a pas une stratégie qui l'emporte sur l'autre parce que l'histoire a montré que vous soyez en stratégie active ou en stratégie passive, il y a des gens qui arrivent à dégager de la performance. Voilà.
Très bien. Alors, on n'a Alors, pas... Il n'y a pas de qui a posé une question. Patrick Michaud, oui, je vois sa question, qui demande comment les investisseurs ont-ils accueilli les 2 hausses successives des taux de la BCEAO. Bien évidemment, comment voulez-vous qu'on les accueille? C'est des situations qui étaient plus ou moins anticipées eu égard au niveau d'inflation qui était ambiant dans la zone. Je pense qu'en juin, on a un niveau d'inflation de 7,50 dans la zone 8 mois. Et c'est quand même assez important quand on sait que l'objectif d'inflation de la Banque centrale, c'est 2%, ou autour de 2%. Donc, il faut dire que même si c'est anticipé, c'est une situation qui est là et qu'il faut qu'on gère. Et donc, à la limite, ceux qui vont faire de la détention jusqu'à l'échéance vont peut-être profiter aujourd'hui des obligations qui sont émises avec des taux de rendement un peu plus élevés. Mais à terme, est-ce qu'ils auront le même taux pour investir? Okay? Ceux qui vont par contre faire du buy and hold, est-ce qu'ils vont être dans une situation où la courbe va continuer à augmenter, les anticipations de taux d'intérêt vont continuer à être intégrées dans la courbe et par conséquent augmenter les taux d'intérêt? Est-ce que la situation de la valorisation de leur portefeuille va tenir dans le temps? Est-ce qu'ils seront satisfaits de ce que la valorisation baisse de période en période? Là est la vraie question. Vous savez, en matière d'investissement, c'est le sentiment, le flair de l'investisseur qui compte. Alors, on a Guy Daniel qui demande ton ressenti entre la gestion active et la gestion passive. Mais c'est ce que je viens de dire. Je dis qu'en matière de gestion, tout dépend du style du gérant. Vous savez, vous pouvez être un gérant passif parce que vous estimez que le marché, c'est compliqué de le battre, donc du coup, pas la peine de faire des acrobaties. Comme vous pouvez estimer que le marché, on peut quand même arriver à faire de la performance par rapport au marché et donc utiliser des méthodes de gestion pour arriver à battre le marché. Et je dis qu'il n'y a pas de dogme en la matière puisque l'histoire a montré que aussi bien les gérants actifs que les gérants passifs, chacun arrive à dégager de la performance pour son portefeuille. Très bien. Alors, il y a Georges qui me demande, est-ce que le bootstrapping ne surprend pas les traders de nos banques dans la zone UEMOA? Si oui, y a-t-il une anticipation pour les obligations de moins de 3 mois? Alors, en réalité, vous savez, quand vous êtes trader sur un marché, vous êtes d'abord l'anticipateur par excellence. Puisque le trader, il anticipe une évolution du prix d'un actif financier, il prend une position par rapport à ça. Donc, il est clair que pour ceux qui ont formulé de bonnes anticipations en regardant l'évolution de la courbe, une situation qui arrive sur la courbe ne devait pas, en griffe, les surprendre. Ou peut-être il peut y avoir la surprise, c'est sur l'écart ou c'est sur la puissance de la hausse ou la puissance de la baisse. Sinon, en général, on anticipe toujours, en tout cas, on entrevoit quand on analyse bien la situation économique à la fois du pays ou des entreprises, on arrive à entrevoir quand même une certaine lecture de l'avenir. Et par rapport à cette lecture de l'avenir qu'on a, on se positionne. Donc, il est clair que ceux qui ont formulé de bonnes anticipations au regard de la situation inflationniste, ils ont pu anticiper que, par exemple, aujourd'hui, on va être dans une situation de bear flattening. C'est-à-dire qu'on va avoir des taux courts qui vont augmenter plus vite que les taux longs parce que la Banque centrale veut combattre l'inflation et que pour combattre l'inflation, il faut prendre des décisions sur les taux d'intérêt et l'impact va se faire sur la partie courte de la courbe. Okay? Par contre, si on se situe dans une situation de bull steepening, le bull steepening, c'est quand on est en situation de crise économique, voire de récession. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on anticipe que les banques centrales vont prendre des mesures pour abaisser le prix de l'argent. Donc, en abaissant le prix de l'argent, on veut soutenir la reprise économique. Et quand on veut soutenir la reprise économique, bien évidemment, si vous détenez des obligations, les taux étant en train de baisser, le prix des obligations va augmenter. Et donc, par conséquent, votre valorisation de portefeuille va être plus intéressante. Donc, voilà un peu ce que je peux dire dans ce cas de figure. Et alors, sur quelle maturité, il a demandé aussi que sur quelle maturité, est-ce qu'il y a une anticipation pour l'obligation de moins de 3 mois? En fait, tout ça, tout dépend du flair que vous avez sur la situation économique. Vous savez, le marché obligataire est un marché qui a beaucoup de paramètres et qui fait intervenir pas mal d'indicateurs macroéconomiques, à la fois de croissance, d'inflation, de dette, de change, etc. C'est un marché qui est assez complet en termes d'analyse. Et donc, par conséquent, si vous regardez l'évolution de l'économie dans le pays dans lequel vous investissez ou sur l'obligation d'un pays dans lequel vous investissez, il est clair qu'à un moment donné, votre lecture de la situation économique, de l'anticipation de la croissance économique va vous aider à pouvoir prendre des positions sur l'actif en question. Que ce soit à 3 mois ou à 2 ans, c'est la partie court terme. Donc, vous devez voir comment est-ce que la Banque centrale monitore sa politique monétaire. En Europe, les banquiers centraux communiquent énormément, comme aux États-Unis, dans les pays développés. Ils ont des conférences de presse dans lesquelles ils donnent des indications pour ne pas surprendre le marché. Parce qu'une banque centrale qui surprend le marché, ça peut être catastrophique.
Donc, du coup, ils ont plusieurs conférences de presse où ils donnent des indications au marché pour que le marché s'apprête, pour que l'impact de sa décision de politique monétaire soit accueilli de façon souple et non brutale. Sauf en cas de situation exceptionnelle où, pendant la crise financière de 2008, les banques centrales ont baissé de façon violente les taux d'intérêt, notamment la Fed. Mais l'objectif d'une banque centrale, ce n'est pas de surprendre le marché. Donc, si vous analysez bien ces intervenants en termes de politique monétaire, l'évolution de la macroéconomie, l'évolution des prix, etc., vous pouvez vous faire votre lecture et puis vous positionner sur le marché. On a une question de Jules qui nous vient du Cameroun, précisément SCB Cameroun. Il nous pose la question de savoir, vous avez parlé de deux cas de figure, le steepening et le flattening. Qu'en est-il de la configuration ou d'une inversion de courbe de taux comme c'est le cas aux US? Alors, l'inversion de la courbe des taux peut provenir des situations dont j'ai parlé, notamment en situation de bear flattening, où les taux courts augmentent plus vite que les taux longs. C'est que la courbe peut d'abord être pentue, ensuite commencer à s'aplatir petit à petit au point de s'inverser. Quand la courbe des taux s'inverse, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à court terme, il y a de l'inflation, il y a de la surchauffe économique, mais à long terme, on peut anticiper une récession, voire même une situation de crise économique grave. Je pense qu'aujourd'hui, quand on lit un peu la documentation économique, les news économiques, les gens sont en train d'anticiper ce qu'on appelle la stagflation. La stagflation, c'est quoi? C'est un environnement économique dans lequel il subsiste l'inflation et il n'y a pas de croissance économique, il y a très peu de croissance économique. Et c'est particulièrement vers ça que certains sont en train de s'orienter en termes d'analyse économique. Ils craignent que la crise en Ukraine, l'inflation ambiante, plonge les économies des pays développés ou des économies du monde dans une situation de récession, alors que l'inflation est ambiante. Mais ça, c'est le calvaire des banquiers centraux. Parce que la Banque centrale, son rôle, c'est vrai, c'est de gérer les taux d'intérêt, mais doit aussi assurer une certaine stabilité économique. Si la Banque centrale se met dans une logique de dire je vais combattre l'inflation au détriment de l'économie, ça devient compliqué. Mais comme les banquiers centrales, pour eux, l'inflation, c'est un cauchemar, c'est l'ennemi à abattre, elles vont tout faire pour se concentrer sur l'économie, quitte à plonger les économies dans la récession et puis après, arriver à la soutenir par des mesures conventionnelles ou non conventionnelles qu'elles prendraient. Mais bien évidemment, aujourd'hui, dans la situation actuelle, les situations d'inversion de cours, c'est des situations pour lesquelles on anticipe à très court terme une hausse des taux parce qu'il y a de l'inflation et à long terme une récession. Donc, on se situe dans une situation où on va avoir de la stagflation qui va s'installer petit à petit dans nos économies. Et ça, c'est très délicat à régler parce que on va privilégier qui? On privilégie la croissance ou on privilégie l'inflation? Voilà le principal dilemme des banquiers centraux. Oui? Oui, s'il te plaît, et dans ce cas de figure, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez vous présenter avant, s'il vous plaît? C'est Jules? Oui, c'est Jules. Oui, c'est Jules, toujours. Jules Nanga, SCB Cameroun, trader. Alors, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Évidemment, si vous êtes un investisseur, tout dépend de votre horizon d'investissement et de la structure de votre portefeuille. Vous vous dites, j'ai un portefeuille qui est peut-être investi sur toutes les maturités de la courbe des taux. J'anticipe une situation des taux longs qui vont rester plus ou moins stables et des taux courts qui vont augmenter rapidement au point d'inverser la courbe. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez une position à long terme ou bien vous essayez de réduire l'impact de la hausse des taux sur vos obligations à court terme? Si vous anticipez que les taux vont monter, la valorisation de vos obligations à court terme va baisser, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Et si elle baisse, elle va baisser la valeur de votre portefeuille. Est-ce que vous allez rester dans cette situation de laisser les obligations à court terme plomber votre portefeuille alors que vous anticipez qu'à long terme, il y aura une situation où les taux longs vont être plus bas? À vous de voir. Mais l'objectif pour vous, c'est de savoir est-ce que je traite mon problème pour l'instant, est-ce que je colmate les brèches ou bien je m'inscris dans une stratégie à long terme? Et dans ces cas, c'est de jouer sur les différentes stratégies qu'on a présentées, notamment la stratégie de courbe, la stratégie de duration ou la stratégie de spread, parce que justement, la stratégie de valeur relative, parce qu'à ce moment-là, l'analyse d'une obligation par rapport à son potentiel d'évolution et par rapport aux autres obligations est très importante. Et quand vous allez faire l'analyse des spreads entre le 2 ans, le 5 ans, le 2 ans et le 10 ans, va falloir savoir est-ce que je me dis je règle un problème à court terme et puis après à long terme, je vais me repositionner ou bien je cherche à figer le problème à long terme et puis après, je vais voir. Donc, tout dépend de votre stratégie. Merci José. Alors, on a Cheikh Kanté qui nous pose une question.
Il nous dit merci José pour cette belle présentation. J'ai une question. En zone UEMOA, quelles sont les solutions possibles en l'absence de marché de dérivés pour immuniser les portefeuilles contre, alors je ne vois pas très bien, il faudrait que j'essaie d'agrandir. Contre le risque de taux en gestion active. Voilà, c'est cela. Bah, je vais lui dire, je vais peut-être sortir une boutade, mais c'est de la magie. On fait de la magie. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est difficile quand vous êtes dans un marché où il n'y a pas de produits dérivés. Alors, pour la petite définition, un produit dérivé, c'est un produit qui permet de pouvoir se couvrir contre éventuellement les risques qu'on subit sur un actif donné. OK? Les produits dérivés n'existent pas sur notre marché pour plusieurs raisons. On ne va pas revenir là-dessus. Et en leur absence, on est obligé de jouer justement à fond sur les stratégies que j'ai présentées. Stratégie de duration, stratégie de coût, stratégie de spread, stratégie de relative value, parce que justement, à ce moment donné, vous êtes obligé d'avoir une approche dynamique de votre portefeuille. Vous ne pouvez plus rester en situation de buy and hold, sauf si c'est une décision pour vous. Alors, je répète, si vous êtes un gestionnaire, un gérant de portefeuille actif, c'est pas là, déjà calibré dans son programme. Est-ce que vous pouvez mute votre micro, s'il vous plaît? Oui, alors, si vous êtes en situation de gestion active, évidemment, l'aménagement ou la structuration de votre portefeuille en termes de pondération court terme versus long terme va faire en sorte que vous pouvez, à la limite, jongler pour éviter que l'absence de produits dérivés en période de risque de taux vous fasse perdre de la valeur. Par contre, si vous êtes en gestion passive, alors la meilleure stratégie de gestion passive, c'est la stratégie d'équipondération des tranches de maturité. C'est-à-dire quoi? Pour éviter de subir le risque de réinvestissement, pour éviter de subir des mouvements parallèles de la coupe des taux, si vous décidez d'avoir un portefeuille en stratégie passive, c'est-à-dire en stratégie de détention jusqu'à l'échéance, si vous avez 1 milliard, c'est de 1 an à 10 ans, sur chaque ligne, 1 an, 2 ans, 3 ans jusqu'à 10 ans, mettez 1 milliard. Vous êtes sûr que chaque année, vous allez avoir un flux régulier d'un même montant que vous allez devoir investir. Et puis, vous allez avoir la possibilité de lister qui vous avez du 5 ans, plus important que du 7 ans. À un moment donné, vous allez vous retrouver avec une grosse somme d'argent en flux et vous pouvez être dans une situation où les taux d'intérêt ne sont pas favorables pour vous. Vous voyez? Et donc, si vous êtes en gestion passive, il est clair qu'à un moment donné, la gestion du risque de réinvestissement devient votre véritable challenge. Parce qu'en gestion passive, tout ce que vous pilotez, c'est le risque d'investissement, puisque vous ne faites pas de valorisation en mark-to-market, c'est-à-dire en valorisation de marché, à la juste valeur, comme on dit en norme IFRS. Et donc, vous êtes obligé de faire une gestion au coût amorti. Si vous faites une gestion au coût amorti, tout ce qui vous intéresse, c'est les flux qui tombent là. Je les réinvestis à quel niveau? Et là, à ce moment donné, l'évolution de la courbe des taux va devoir être scrutée de façon minutieuse pour éviter que vous retrouvez dans une situation où les réinvestissements vont se faire à un taux beaucoup plus bas que le précédent investissement. Voici les enjeux qu'on a en termes de gestion obligataire. Quand on n'a pas de coût de produits dérivés à utiliser, ben on fait vraiment de la gestion active où on fait du pilotage du risque d'investissement, notre véritable challenge. Merci, José. On a une autre question encore qui est un peu plus longue d'ailleurs. Elle a été posée par Marcelin. Merci. Bonjour, José. Merci pour cette brillante présentation. Ma question concerne les décisions de relèvement des taux d'intérêt de la BCEAO dans un environnement d'inflation importée. La BCEAO a augmenté ses taux d'intérêt à la suite de la Fed et de la BCE. Nous en disons que les actions des grandes banques centrales permettront de ramener les prix à un niveau acceptable, alors que la Fed et la BCE augmentent les taux. La Banque centrale chinoise et la Banque centrale russe baissent le taux. Ne penses-tu pas que la BCEAO devrait rester indifférente dans une telle situation qui, à ce que ces actions antérieures favorisent la croissance économique? Alors ça, c'est le sempiternel débat de la gestion de la politique monétaire de la BCEAO par rapport aux autres banques centrales, notamment à la Banque de France et à la Banque centrale européenne. Vous savez, c'est un sujet qui est tellement délicat pour lequel chacun peut trouver sa raison. Il y a certains partisans qui disent qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'inflation dans nos économies pour favoriser la croissance.
Il y en a qui vous disent achat des ménages, et donc par conséquent, il faut éviter d'avoir. On a de l'inflation qui est importée, on n'est pas producteur de pétrole. Et donc, quand les prix des produits énergétiques augmentent, ça a un impact immédiat sur toute la chaîne économique de nos pays. Alors, qu'est-ce que la BCEAO doit faire? Je suis désolé, mais moi, je ne suis pas banquier central ou je ne suis plus banquier central. J'ai quitté la Banque centrale, ça fait maintenant 11 ans. Je ne suis pas sûr que je sois la personne avisée pour savoir ce que la Banque centrale fera. Mais en termes d'anticipation et connaissant l'esprit des banquiers centraux, je me dis qu'aujourd'hui, son principal combat, c'est l'inflation. Les banquiers centraux sont aujourd'hui dans une logique où ils se disent, ben, tant qu'à faire, l'inflation reste notre principal ennemi, il faut le combattre coûte que coûte. Donc, malheureusement, il y aura forcément des impacts, mais si la politique monétaire est bien menée, cette inflation-là peut être combattue. Les actions qu'elles prennent aujourd'hui peuvent permettre de juguler l'inflation à moyen terme. Mais il est clair que les banques centrales chinoises et russes, elles sont dans une autre logique. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup de géostratégie qui se passe dans le monde. Et donc, tous les faits économiques de ces deux puissances-là ont des liens avec ce qui est en train de se passer actuellement, avec la bipolarisation du monde. Donc, bien évidemment, elles sont dans une logique de guerre économique en griffe, de guerre de politique monétaire. Donc, chacune va chercher à favoriser son économie au détriment de l'autre. Donc, si vous voyez que la Banque centrale de Russie et la Banque centrale de Chine sont en train de baisser les taux, la Russie, ça peut se comprendre, c'est que l'impact de l'embargo se fait sentir sur la situation économique. Donc, il faut trouver des voies et moyens pour relancer la croissance, ce qui est difficile dans un monde qui est totalement globalisé et pour lequel les frontières ont été fermées parce qu'il y a les sanctions. Pour la Chine, bien évidemment, la problématique des chaînes d'approvisionnement qui se complexifient, l'inflation des produits qui devient une situation assez compliquée à gérer, fait qu'elle aussi est obligée de chercher à favoriser son économie, donc à permettre à ce qu'il y ait de la relance. On a eu, il y a quelques mois, un scandale immobilier en Chine qui a fait craindre que, bon, évidemment, il y aurait une récession mondiale liée à l'éclatement d'abus immobiliers en Chine. Pour le moment, on a peut-être laissé ça de côté parce qu'on a une situation beaucoup plus urgente à gérer, c'est la crise russo-ukrainienne. Mais je peux vous assurer que les comportements des banquiers centraux aujourd'hui, en tout cas, l'état actuel des choses est beaucoup guidé par la situation de l'inflation. Tant que l'inflation ne sera pas revenue dans une zone de confort pour elles, elles ne vont pas lâcher prise. Et je pense que ce soit le gouverneur de la Banque de France, le gouverneur de la Fed ou celui de la Banque d'Angleterre ont été très clairs dans les commentaires. Ils ont indiqué qu'il ne faut rien laisser passer à l'inflation. Donc, ils sont vraiment résolument engagés pour une lutte et une bataille féroce contre l'inflation. Parce que je vous dis, l'inflation, c'est le cauchemar des banquiers centraux. Donc, voilà ce que je peux dire grosso modo sur cette situation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Marcelin, mais véritablement, ce n'est pas évident aujourd'hui de lire les ambitions des banquiers centraux, à part ce qu'on peut voir sur l'inflation, parce qu'elles ont décidé de s'y consacrer. Voilà. Merci. Alors, José, on tire allègrement vers la fin de ce webinaire fort passionnant et dynamique. On a encore quelques questions, on va les prendre en attendant de terminer ces questions dans le groupe WhatsApp justement que nous avons mis là. Il y a quelqu'un qui me dit « Bonjour José, désolé si tu as déjà évoqué le sujet. Quel est l'impact de la notation d'un pays sur la courbe des taux de banque centrale ?» Cette question, je pense qu'on l'avait déjà eue dans une autre vie, José, mais bon. Oui, bien sûr. Je vais me faire le plaisir de répondre. Vous savez, les notations d'un pays ont un impact sur l'évolution de la courbe des taux, d'autant plus que plus la notation est défavorable, plus la prime de risque exigée par les investisseurs pour investir dans ces pays est élevée. Donc, il est clair que pour une banque centrale d'un pays en question, que Moody's, Standard & Poor's, Fitch, Bloomfield ou Wallace donnent une appréciation de la notation, ça n'a aucun intérêt sur le taux de la banque centrale, fixé par la banque centrale. Par contre, les investisseurs vont se dire, s'il y a une telle notation sur tel pays, la banque centrale a fixé un taux, moi je vais mettre une prime de risque au-dessus pour me préserver contre un éventuel risque de taux. Un risque de contrepartie, pardon, un risque de crédit, à cause des flux en griffe. Donc, si la banque centrale, si moi je ne mets pas une prime de risque suffisamment conséquente pour me protéger contre les risques de contrepartie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je ne vais pas vite rentrer dans mes fonds. Et si le pays fait faillite, ben, c'est moi qui suis scotché.
Donc, bien évidemment, le taux de la Banque centrale n'est pas lié à la notation d'un pays parce que la Banque centrale intervient pour le pays. Elle ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Donc, elle va donner son taux par rapport à ses objectifs et par rapport à sa lecture de l'économie. Mais c'est aux investisseurs de faire le lien entre le taux de la Banque centrale et le rating du pays en question. Parce qu'à partir de ce rating-là, ils vont se dire, bon, si c'est un double A, si c'est un double B, c'est un triple B, évidemment, la prime de risque, c'est 50, c'est 100, c'est 200, c'est 300 points de base. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci, José. Alors, il nous reste 3 questions pour terminer ce webinaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore des questions? Alors, je pense qu'on a une question ici, mais la BOJ aussi a adopté même stratégie en maintenant ces taux négatifs malgré l'inflation qui progresse. Ça, c'est Fadi qui nous le disait tout à l'heure. Alors sur la Banque du Japon, il y a une situation qui est particulière, c'est que au Japon, l'inflation ne progressait pas. Au contraire, l'inflation se dépréciait. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle la déflation. Vous savez, le cauchemar d'une banque centrale, ce n'est pas quand l'inflation augmente ou baisse, c'est le niveau pendant une durée. Okay? Et je pense qu'au Japon, pendant longtemps, ils avaient du mal à créer de l'inflation dans l'économie pour plusieurs raisons. Ils avaient du mal à créer de l'inflation. Et donc, la Banque centrale a maintenu pendant longtemps les taux à des niveaux négatifs. Parce qu'une inflation qui n'est pas au bon niveau, elle est destructrice pour l'économie. Quand elle est trop forte, ce n'est pas bon. Quand elle est trop faible aussi, ce n'est pas bon. Parce que quand elle est trop faible, elle entraîne une spirale. Parce que quand il y a de l'inflation à un bon niveau, ça améliore la croissance. Okay? Mais quand une inflation n'est pas contrôlée à la fois à la hausse ou à la baisse, c'est destructeur pour l'économie. Et c'est cette situation que la Banque du Japon a vécue pendant des années, où elle avait un taux d'inflation qui était faible, voire négatif. Donc, du coup, tu as l'impression que les prix ne font que baisser. Or, si les prix baissent, les entreprises n'auront pas suffisamment de gains de productivité pour pouvoir produire encore plus et favoriser la croissance. Donc, les incidences vont se faire jusqu'au PIB. Vous voyez? Donc, c'est assez délicat pour une banque centrale d'être dans une situation de déflation. Voilà pourquoi les banques centrales luttent contre cette situation d'inflation pour la maintenir à un niveau qui est acceptable. On ne dit pas qu'on va vivre à inflation zéro, ce n'est pas possible, mais il faut avoir un niveau d'inflation qui est conforme au potentiel de croissance de l'économie. C'est ça qui est important. Alors, la dernière question vient de Jules. En zone CEMAC, nous avons une courbe de taux en forme flatting sans réelle progression. Quelle peut être la stratégie appropriée pour un portefeuille obligataire? Alors, déjà, il faut savoir, est-ce que vous avez un marché obligataire qui est dynamique? Parce que ce qui permet l'évolution de la courbe des taux, ce n'est pas forcément la Banque centrale, c'est un ensemble de facteurs, notamment le marché secondaire. Si vous avez un marché secondaire qui n'est pas dynamique, bien évidemment, la très faible quantité de transactions quotidiennes n'aura pas d'incidence sur l'évolution de la courbe. Et ça peut être délicat parce qu'une seule transaction peut entraîner une évolution anormale de la courbe. Donc, il faut faire attention. Alors, dans ce genre de situation, je ne peux pas vous demander d'avoir une stratégie active parce que s'il n'y a pas de valorisation quotidienne au prix de marché, comment est-ce que vous allez piloter vos stratégies de gestion? Donc, soit vous faites du buy and hold, ou soit, si vous devez faire de la stratégie active, il va falloir avoir en interne une courbe des taux qui reflète évidemment le fonctionnement du marché. Et ce n'est pas donné de se construire une courbe des taux, je peux vous assurer. Donc, véritablement, dans votre situation, il faut regarder souvent les stratégies de gestion en valeur relative, donc le potentiel d'évolution d'une obligation par rapport à une autre ou par rapport à elle-même. Mais sinon, c'est difficile quand la courbe des taux ne bouge pas d'avoir une stratégie de gestion active. C'est très délicat parce que la stratégie de gestion active, elle est inhérente même à la variation de la courbe des taux. Merci, José. Merci infiniment. Alors, José, avant que tu nous fasses ta conclusion, je souhaiterais inviter pour les personnes qui ne voient pas dans le chat, justement, que vous pouvez nous avons mis un lien dans le chat sur lequel vous pouvez cliquer. Et à partir de ce lien, vous allez rejoindre un groupe WhatsApp dans lequel, justement, on va parler de politique monétaire et on pourra continuer ce débat. Vous pourriez continuer encore à poser vos questions et José se fera un plaisir de vous répondre. Entre-temps, José, on va conclure, mais avant de conclure, tu vas nous dire exactement ce que l'on pourrait s'attendre à avoir justement lors de ce séminaire-là qui est prévu les 26, 27 et 28 octobre sur la stratégie de gestion de portefeuille d'actifs. OK, ben merci beaucoup Yann. Je pense que
dans ce séminaire-là, il y a des éléments qui sont liés à la gestion de portefeuille de façon précise. Mais je vais vous dire probablement qu'il y aura de la théorie de gestion de portefeuille, donc toute la partie théorique qui concerne la construction d'un portefeuille, les stratégies d'allocation d'actifs, le choix de l'horizon d'investissement. Il y aura aussi toute cette partie qui concerne la théorie de Markovitch. Donc, évidemment, c'est la théorie de gestion de portefeuille. Et après, on verra compartiment de marché par compartiment de marché, comment est-ce que on fait de la gestion de portefeuille. Donc, on va regarder le marché action, quels sont les leviers, quels sont les styles de gestion adoptés, quels sont les indicateurs à regarder pour une gestion action. Pour le marché obligataire, on reviendra sur les stratégies de gestion active et passive, en allant beaucoup plus dans les détails avec des exemples à l'appui. Et puis, on verra à la fin comment est-ce qu'on arrive à piloter un portefeuille en termes de budget de risque, en termes de valorisation, en termes de sélection des actifs. Donc, véritablement, c'est quelque chose qui va se faire autour de 4 modules. Donc, on va voir les actifs financiers. Ensuite, on va voir les stratégies d'investissement, les politiques d'investissement, comment on les élabore. On va voir ensuite l'allocation stratégique d'actifs. Et après, on va voir la gestion du portefeuille à proprement parler. Voilà. Merci infiniment, José. Donc, je te donne la parole dans 2 secondes pour que tu puisses conclure et dire ce que nous devions retenir complètement de ce webinaire. Donc, 2 secondes. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de chemin, le cabinet qui organise ce webinaire, c'est Emans Inc. C'est un cabinet qui est spécialisé sur tout ce qui est gestion financière, gestion de marché, de risque de marché, pardon. Et nous accompagnons aujourd'hui pas mal d'entreprises de banques en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et ça sera un plaisir pour nous justement de nous poser des questions sur vos différents challenges, vos différents défis, afin que nous puissions justement vous accompagner et voir les différentes choses à faire ensemble. Voilà, donc José, qu'est-ce que nous devons enfin retenir lors de ce webinaire qui a duré pratiquement 1h30? D'accord, ok. Merci Yann. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, il faut comprendre que le rôle des banques centrales dans une économie est assez primordial. Je pense que l'entrée de jeu, quand on a présenté les rôles et missions de la Banque centrale, on s'est bien rendu compte que c'est un pion essentiel dans la gestion de la politique économique ou dans l'évolution économique d'un pays. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que la Banque centrale est une institution qui, dans la gestion de ses missions, doit avoir un caractère indépendant qui lui permet de pouvoir prendre toutes les actions nécessaires de manière à pouvoir mieux gérer l'économie. Ensuite, on peut dire aujourd'hui qu'avec l'inflation qu'il y a, ou l'inflation bien galopante qu'il y a dans nos pays, le rôle de la Banque centrale apparaît comme un élément central. Et les décisions que les banques centrales sont en train de prendre pour normaliser, je dis bien pour normaliser leur politique monétaire, parce qu'elles étaient dans une situation exceptionnelle. Quand vous regardez depuis 2008 jusqu'à maintenant, on avait des taux qui étaient voire à zéro, voire quasiment négatifs, et qu'aujourd'hui, on commence à les remonter, on commence à normaliser la situation. Donc, elles sont dans une phase de normalisation des politiques monétaires, mais avec un risque, c'est que cette normalisation se fasse au détriment de la croissance économique. Et ça, c'est un véritable dilemme qu'elles vont devoir gérer, puisque aujourd'hui, tout le monde anticipe que c'est vrai, l'inflation va être combattue, mais il peut y avoir de la récession par derrière, et ces deux phénomènes économiques ne peuvent pas cohabiter ensemble. Inflation et récession, ou inflation et baisse de l'activité économique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la stagflation. Cette stagflation-là, si elle arrive dans nos États, ça va être extrêmement compliqué. Et quand on connaît l'esprit des banquiers centraux, qui est de façon acharnée de lutter contre l'inflation, on se retrouve dans une situation où il peut y avoir de la casse quelque part. Donc, véritablement, nous restons dans une logique où nous devons scruter les anticipations de politique monétaire, nous devons scruter ce que la Banque centrale va devoir faire sur le marché. Nous devons avoir une gestion beaucoup plus rapprochée et avisée de nos portefeuilles, parce que bien évidemment, toute anticipation va avoir une influence notable sur la valorisation de nos actifs. Donc, en tout cas, je tiens à remercier Yann et le cabinet Emans pour avoir organisé ce webinaire-là. On a eu beaucoup de petits problèmes techniques, mais à la fin, on a pu présenter les choses. Je reste tout à fait disponible
au sein du groupe qui a été créé par Yann pour continuer les discussions. Mais il est clair que chacun des l'environnement économique, nous analysons aussi bien l'inflation que le taux d'intérêt pour avoir une gestion avisée de leur portefeuille. Donc, en tout cas, merci à tous de votre attention et puis on se dit à très, très bientôt. Voilà. Merci José, merci à tous. Ce webinaire justement a été suivi par plusieurs personnes, donc nous avons atteint un pic de 95 personnes. Merci José. Et nous avons justement été dans pratiquement 18 pays. Merci à tous, nous restons totalement disponibles dans ce groupe pour vous accompagner sur les différentes questions. José, comme l'a dit tout à l'heure, est à votre disposition. N'hésitez pas à nous poser des questions et puis ça sera un plaisir pour nous justement de discuter avec vous et de vous accompagner. Merci, excellente journée à vous et désolé encore pour le contretemps que nous avons pu avoir ce matin. Bonne journée et au revoir. Merci, au revoir.